2023. Je devais ensuite rencontrer un chirurgien par l'intermédiaire d'Howard Wongard. Il avait été très sombre et un accent que je n'arrivais pas à placer et c'était un sacré bon gaz, bien qu'il prétende souffrir d'une migraine. Il aurait été agréable de me garantir 50 ans de vie supplémentaires. Mais il disait ne pas pouvoir me promettre plus que cela. Il m'a dit que j'avais ce qu'il appelait la constitution de type variété de jardin, riche en récepteurs d'estrogène et de progestérone, hormonosensibles et de négatifs. Je savais que la formulation était censée être encourageante, mais ce n'est pas du tout le genre de fruits et légumes que j'aurais jamais choisi de faire pousser dans mon jardin. Il m'a expliqué les bases du constitution et comment il fait un arrêt dans les ganglions lymphétiques sentinelles avant de poursuivre sa maison caractéristique et dans le corps. Les ganglions lymphétiques sentinelles seraient en lave et testés pour détecter la présence d'un cancer au moment de l'opération. Il avait suggéré un test génétique pour voir si j'étais positif pour le gène BRCA, ce qui changerait le cours du traitement car la positivité du BRCA comporte un risque très élevé de cancer des ovaires et du sein et la double mastectomie et l'ablation des ovaires seraient fortement encouragées. Il m'a toutefois suggéré de passer un IRM pour examiner les ganglions lymphétiques et avoir une meilleure idée de la localisation de la tumeur. Il a senti sous mes bras et m'a dit qu'il ne sentait aucun ganglion lymphétique élargi. Des amis et des membres de famille m'avaient encouragé à me faire soigner à l'hôpital pour cancer où je travaillais à Boston, principalement parce qu'il était pratique de pouvoir passer facilement du travail au rendez-vous. Le moment était venu pour moi de faire accepter à mon collaborateur à qui travaillant dans un petit bureau rempli de papiers. Le fait que j'étais désormais éligible pour être un patient cancéreux dans cet hôpital où j'avais manipulé de manière studieuse et mécanique que les zones périphériques et les cellules de la moelle osseuse de patients atteints de leucémie pendant plus de 2 décennies. Je me suis sentie un peu trompeuse et en m'asseyant dans ce gentil cabinet de chirurgien et en l'écoutant alors qu'il s'affaissait de surmonter l'inconfort de sa migraine et qu'il continuait à discuter des plans de mon traitement. Heureusement, c'est lui et non moi qui a évoqué le fait que les patients choisissent souvent d'obtenir un deuxième avis et de se faire soigner à Boston. Il m'a dit que je pouvais faire de même. Cependant, il a insisté pour que l'on me dise exactement la même chose que ce qu'il me disait. J'ai admis de façon un peu maladroite que j'envisageais un traitement là, où je travaillais mais uniquement pour la commodité de celui-ci. Il semblait comprendre. Avant de quitter le bâtiment, j'ai dit à mon mari que je voulais voir Lisa, l'infirmière réceptionniste en radiologie. Une autre infirmière à la réception l'a suivi pour moi, et quand elle m'a vu, elle m'a intimidé fait signe de la suivre par la porte derrière la réception pour plus d'amitié. Elle m'a immédiatement fait signe de la suivre par la porte derrière la réception pour plus d'intimité. Je lui ai parlé de mon diagnostic. Elle m'a remercié de lui avoir fait part, en affirmant qu'il est interdit aux infirmières de suivre certains patients par elles-mêmes. Elle m'a donné quelques mots d'encouragement. Puis elle m'a serré dans ses bras. C'était une étrangère qui m'a aidé plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Une étrangère qui je ne rêverai probablement jamais, mais que je n'oublierai jamais. Le vrai plaisir a commencé à l'Institut Donna Faber du Cancer, au 9e étage d'un bâtiment adjacent à l'établissement où j'avais fait mes recherches sur la leucémie. Ma première rencontre a eu lieu avec un oncologue aux cheveux roux dont le visage m'était familier, probablement à cause des articles écrits sur ses nombreuses réalisations qui étaient publiés dans le bulletin mensuel de l'hôpital.
Elle était accompagnée d'un assistant masculin très généreux, un versier en médecin. Il a eu le privilège de voir tous les couleurs écoulées de mon visage lorsque l'oncologue a dit attendez, qu'est-ce que c'est? Tout en enfonçant douloureusement ses doigts profondément dans mon aisselle droite. C'était la deuxième fois que j'étais allongée sur le dos sur la table d'examen comme un morceau de viande que l'on attendrit. Le médecin avait aussi pêché un peu plus tôt et comme le gentil chirurgien qui m'avait vu pour la première fois et qui ne me reverra plus jamais, il ne sentait rien d'allergique ou de normal. Je me suis lentement assise après que la dernière feuille de mon aisselle était terminée et j'ai ramené la jaune rose au-dessus de mon épaule. Mes yeux ont suivi l'oncologue qui s'éloignait de la table d'examen de quelques pas. Je suis désolée. Ses yeux se sont croisés avec les miens. Je dois vous le dire. Dit elle en haussant les épaules comme si elle pensait qu'il était justifié de me le dire franchement. Ce n'est pas un bon jour pour moi pour recevoir des nouvelles. L'oncologue m'a expliqué qu'en plus d'avoir au moins un ganglion lymphatique suspecté d'être hypertrophié et peut-être positif pour la présence d'un cancer, la taille estimée de la masse dont mon tien était telle qu'une simple tumorectomie conversant le tissu ne serait pas possible. Elle était assez confiante dans la paix que le chirurgien que je devais rencontrer le lendemain serait favorable à une réduction de la tumeur d'abord par les médicaments, puis à une intervention chirurgicale beaucoup plus simple et moins invasive. L'une des options qui m'ont été proposées était de participer dans un essai clinique et d'être traité simultanément avec le lupron qui arrête la production d'estrogène par les ovaires et le tamoxifène qui empêche les oestrogènes d'agir sur le récepteur d'estrogène. Ces deux médicaments me seraient recommandés car j'étais prénoposée au moment du diagnostic et l'arrêt de la production d'estrogène et le blocage de l'activité d'estrogène devraient contribuer à affirmer mon cancer hormonosensible et à l'empêcher de se développer. Selon le volet de l'étude pour lequel je serais choisie au hasard, il était possible que je reçoive également un troisième médicament appelé palbociclib, qui bloque une protéine impliquée dans la division cellulaire et qui était déjà approuvé par la FDA pour la constitution métastatique chez les femmes ménopausées. Il y avait un petit fantasme naïf qui couvait dans mon esprit, dans lequel le cancer serait arraché de mon corps, puis divisé, et je serais sur mon joyeux chemin avec la vie qui reprendrait comme je l'ai connue, et tout irait bien à nouveau dans mon monde. Dans la réalité, il semblait soudain que j'allais me promener pendant 6 mois avec une masse cancéreuse dans le sien droit, qui je l'espérais allait diminuer de telle grâce à la consommation quotidienne de tamoxifène et de comprimés de palbociclib et à une injection de lupron dans les fesses une fois par mois, suivi d'une opération et de radiation et d'un grand point d'interrogation contre l'éventualité de traitements supplémentaires, notamment de chimiothérapie. Hélas, ce cauchemar n'allait pas disparaître de sitôt. Le chirurgien m'a rencontré brièvement. Il avait des manières douces, de grands yeux bruns et un sourire d'os. J'ai entendu un jardin chanter et je me suis réjouie de la lueur qui émanait de sa tête. Il m'a rassuré en me disant que, contrairement à ce que croyait l'oncologue, il ne voyait rien dans le domaine des ganglions lymphatiques qui semblait suspect. Selon mes scanners, et qu'il était fréquent qu'il y ait une hypotrophie réactionnelle des ganglions lympatiques à la suite d'une biopsie. J'ai pensé, l'oncologue a tort. Le chirurgien a raison. J'ai accusé en violence en accord avec ma pensée trop simplicite, en noir et blanc. Ou plus exactement, j'ai accusé en violence à mon goût trop simplicite. La pensée rationnelle a fait éruption à ce moment précis et m'a rappelé que ce n'était pas parce que je voulais que les choses soient d'une certaine manière
Quel était vraiment comme ça? Et que de deux points de vue opposés, l'un était correct. Et que seuls d'autres tests finiront par révéler la vérité. Le chirurgien m'a donné plus ou moins le même cours de recyclage sur la constitution que le premier chirurgien m'avait donné. Sachant que l'oncologue m'avait informé de l'essai clinique la vie. Et peut-être pour m'embrouiller davantage et me rendre impossible de prendre une décision sur ce qu'il fallait faire. Il m'a expliqué que les études chirurgicales, que l'espérance de vie était la même. Expliqué que les études suggérant que l'espérance de vie était la même, que l'on commence par un traitement médicamenteux préopératoire ou par une opération chirurgicale. Il a dit qu'il pouvait pratiquer l'opération à tout moment, mais que, vu la taille de la tumeur, ce serait un défi esthétique. La partie de moi qui voulait jusque-là qu'on se soit enlevé de mon corps a pris le dessus à ce moment-là, je me suis retrouvée à dire. Je ne me soucie vraiment pas de ce genre de choses, de ce à quoi cela ressemblera. Ce n'est pas comme si j'étais un lapin playboy ou un membre d'une colonie de nudistes. Sa réponse a été, avec ce que je réalisais être sa marque de fabrique, un sourire aimable. Alors, je vais m'occuper de ça pour toi. Bien qu'on fait le choix de rester à l'école jusqu'à la mi-vingtaine, j'ai toujours détesté les examens. Je n'ai jamais hésité à étudier pour eux, et même pour la plupart, j'ai toléré de les passer. Mais j'avais un très fort dégoût pour l'anxiété personnelle qui accompagne toujours la paix de savoir si j'ai bien ou mal réussi. Les premières semaines qui ont suivi le diagnostic ont été remplies de tests, avec la même impatience que celle que j'éprouvais lorsque j'étais à l'école. Sauf qu'aucun A, B ou C ne m'attendait à la fin de cette série des examens, et cela m'a franchement rendu nostalgique de l'époque où je passais mes examens. Le tout premier des examens prévus que j'avais passé était un test génétique pour déterminer si j'avais le gène BRCA ou tout autre gène familial connu causant le cancer, qui pourrait nous éclairer sur ce que j'avais et sur ce que je risquais d'avoir à l'avenir. En réponse à la demande de la généticienne qui souhaitait que je l'autorise à prélever du sang sur mon bras à cette fin, j'ai demandé s'il existait une autre opinion moins invasive, comme un prélèvement de salive ou autre. À l'époque, je n'avais aucune idée de l'engourdissement et de la désensibilisation que j'allais ressentir face à la peur de me faire percer la peau par des aiguilles et de me faire injecter ou aspirer des objets. Car je me suis glissée dans le rôle de cousin d'épingle humaine pour les 2 prochains mois. Mais ce jour-là, la généticienne m'a fait plaisir, bien qu'elle ait affirmé n'avoir jamais utilisé auparavant la tube de prélèvement en plastique dans laquelle je serrais un coton-tige en coétonco et qui avait été pressé à plusieurs reprises contre mes gencives, de façon étonnante et dégoûtante. Le coton a capturé suffisamment de salive de ma bouche pour remplir 2 tubes et me rapprocher de la découverte de la vérité sur mon patrimoine génétique. Un email du généticien m'a annoncé la bonne nouvelle que j'étais négatif pour la BRCA et la nouvelle encore meilleure que j'étais négatif pour tout le reste de la liste de gènes animaux pour lesquels le subissant des tests. J'ai lu récemment dans les journaux un article sur les 72 nouvelles mutations génétiques liées au cancer du sein qui ont été découvertes. Le fait que je partageais avec ma mère la même maladie dans la même sous-catégorie et que tant de cousins du côté de mon père étaient des suivants du cancer du sein me semblait encore avoir l'air de quelque chose qui pourrait être héréditaire et qui pourrait tomber dans le sous-ensemble de gènes qui se comportent mal, tel. Il n'a pas encore été découvert. Et le coupable pourrait également être un péchant commun pour les gâteaux de glace arc-en-ciel artificiellement colorés en rouge, jaune et bleu.
decorei de keris o marasquen u oncola pe de trainer tropredu macrond on attendon que les hot dogs de rechupon ou même de simplement manger les hot dogs au même. Comme il était impossible de dire avec certitude quelle était la véritable racine de tous les mets pour moi et ma famille, ainsi que s'il agit d'une racine ou de plusieurs racines et si le racine était l'intérieur ou l'extérieur du corps. J'ai trouvé du réconfort dans le fait que le test génétique que j'ai subi était négatif pour la liste de gènes aberrants pour lesquels j'avais été testé, y compris le BRCA. C'était simplement une chose de moi dont je devais m'inquiéter. Le test suivant sur ma liste était l'imagerie par résonance magnétique ou IRM qui devait se concentrer sur ma poitrine de révéler. Comme l'avait expliqué la toute première chirurgienne que j'avais rencontrée, à quel point la tumeur était localisée dans la sienne droite. Rétrospectivement, je suppose que ma peur de l'IRM éclairant en se disséminer dans ma poitrine comme un jouet light bright était un peu irrationnel. Mais le diagnostic de cancer en lui-même était assez franchement suffisant pour mettre mon esprit dans un endroit très sombre. C'est ce pessimisme contre lequel je me suis retrouvée à travailler continuellement. Une intraveineuse a été mise dans ma main avant l'IRM pour que le colorant de contraste soit perfusé. Il y avait quelque chose à la fois pervers et révoltant à visiter mon laboratoire juste après cela a terminé une expérience dans cette condition. C'était une sorte de multitâche, supposais-je, d'une manière troublante et dérangeante. J'ai soigneusement chronométré mon expérience pour qu'elle se termine avec juste assez de minutes pour me rendre à l'IRM à l'heure. Alors que je traversais la machine face cachée, l'image d'une personne entrée vivante me vint l'esprit. On m'a demandé si je voulais que la musique joue avec les écouteurs qu'ils m'avaient placés. J'ai dit oui, et lorsqu'on m'a demandé quel genre de musique je voulais, j'ai demandé rock classique. Je pouvais à peine entendre probablement les 3 ou 4 paires chansons jamais réalisées par Led Zeppelin et AC/DC. Les chansons étaient si mauvaises, je me suis sentie soulagée de les avoir étouffées par les coupes et les bâtiments de l'IRM. Le colorant de contraste était froid lorsqu'il était pompé à travers mes veines et un goût et une odeur bizarre que je ne peux décrire que comme rien qu'un être humain devrait être soumis au goût et à l'odeur ont rapidement suivi pour ajouter une touche encore plus de surréalisme à ma journée. Le chercheur en médecine m'a dit le résultat de l'IRM par téléphone. Il y avait une bonne nouvelle. En ce sens qu'il n'y avait rien qui semblait désordonné sur mon côté gauche, ce qui signifiait que l'action était confinée à mon côté droit. Mais l'IRM a confirmé que l'action du côté droit était un peu incontrôlable. Ce ganglion lymphatique que l'oncologue soupçonnait d'avoir une hypertrophie était en effet fier et plein de lui-même. On ne savait toujours pas à ce stade si le ganglion lymphatique était plus gros qu'il n'aurait dû l'être parce qu'il était bourré comme une dinde de Thanksgiving avec des cellules cancéreuses ou s'il était comme un aimable et gentil chirurgien l'a suggéré inflammé à cause de cette horrible et douloureuse biopsie. Mais peu importe, si le ganglion lymphatique portait un chapeau de cowboy noir ou blanc, sa présence gonflée était intimidante et quelqu'un devait abattre ce salut. Il y avait juste un autre test que je devais avoir, qui était une conséquence de mes niveaux de bilirubin suffisamment élevés pour éventuellement me disqualifier pour l'essai clinique. Je devais passer une échographie de mon peau pour m'assurer qu'il n'y avait aucune obstruction. À ce stade, je n'étais pas sûre de pouvoir gérer d'autres nouvelles de quelque chose découvert dans mon corps qui ne devrait pas être là. Mais il ne me semble pas que l'on m'a donné d'autre choix que de subir
une nouvelle expédition de plongée sous-marine dans le Méorgien interne.